Bon, dans un bar, un Algérien, un Portugais, un Grec et un Italien rentrent. Qu'est-ce qui se passe? Ils parlent de soccer, ils parlent de foot. Bienvenue tout le monde. Ça Aucun finit tard aussi, cette Ça finit journée-là. tard. Et ils sont probablement au Bar Champs dans les années 2000. Salut tout le monde, bienvenue au Cannes Football Club. Sofiane Hilton avec vous. On est fiers d'accueillir, avec l'honneur d'accueillir deux légendes montréalaises du foot, John Leminatis et Zanon Gradé. What's up, guys? Salut les gars. Bonjour Good tout le monde. evening, bonsoir. Merci encore d'être là, les gars. Hilton, on parlait un peu il y a quelques semaines, dès qu'il y a eu le tirage là, pour la Champions League CONCACAF, là, pour le CF Montréal maintenant, pour Montréal, Santos Laguna. Et qu'est-ce que je t'envoie comme message? Yo, bro, il faut parler à des anciens. C'est le destin. Il faut parler encore de ce match-là qui est tellement important pour ce club, mais qui a tellement fait mal. Et t'as dit, let's go, pourquoi pas. Est-ce que les joueurs sont aussi, les anciens étaient aussi enthousiastes quand ils ont vu sortir ce nom-là, Santos Laguna, ou c'est plus un trip de fans? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment en contact tout le temps avec les autres joueurs, les anciens, mais c'est certain comme moi, quand j'ai vu que c'était Santos Laguna, j'étais un peu, tu sais, je me rappelle tout de suite ce qui arrivait avec nous, mais c'est sûr, certain que tout le monde qui était avant, aux premières fois contre Santos Laguna, c'est sûr, certain qu'ils ont été un peu les yeux ouverts un peu quand ils ont appris, mais je ne sais pas exactement la réaction de tous les autres. Déjà, John, t'es pas sur Twitter, donc il te faut sur Twitter, my friend. Non. Moi, j'ai aucune idée, man. J'ai aucune idée. Regarde, Milton est bon avec ça, il peut gérer ton compte, tu t'es pour toi, là, pour ton gestion de compte. J'ai aucune idée, moi. Parce qu'on voulait vous parler, parce que John, tu étais entraîneur de l'Impact de Montréal à ce moment-là, Zanon Gradé, tu étais milieu de terrain, 8, tu étais en sorte de 8, là, tu étais en sorte de box-to-box. Puis juste pour rappeler aux gens, c'était pour la Ligue des Champions de 2008-2009, au Stade olympique, 2-0 à Montréal, c'était l'événement, là, 55 000 personnes, c'était incroyable. Je racontais l'histoire comme moi je ne suis pas allé au match, c'est à cause de mes amis. Et le match retour, ça a fini malheureusement 5-2. Deux buts à la 14e, 95e de notre ami Darwin Quintero, qui est venu à MLS récemment, juste pour stresser un peu Montréal, là, juste un extra trauma, comme on dit. Donc, on voulait parler avec vous, pas nécessairement parler du match qui arrive, parce que c'est la pré-saison quasiment pour Montréal, Santos Laguna, et je pense qu'on les connaît, mais c'est pas aussi intéressant que de parler de votre histoire. Puis, parlez-nous un peu du contexte quand vous allez affronter Santos Laguna à Montréal, au Stade olympique. C'était quoi l'ambiance pour vous, vos attentes? C'était quoi vous dites c'est un match comme les autres, on fait ce qu'on peut, ou c'était en mode genre Joe Saputo est dans le vestiaire, ok guys, il faut qu'on gagne ce match-là, il faut aller all-in. Comment vous êtes ressenti avant ce match-là? Comme vous voulez, John, Sandro, ou who wants to go first? Pour moi, c'était un match, première chose, formidable, parce qu'il y avait comme 60 000 personnes au stade, alors c'était incroyable. L'ambiance était phénoménale. Puis je pense que quand même, on avait un bon vibe dans le groupe, puis on voulait, on entendait Santos Laguna, ils amènent leur équipe faible, ils amènent pas les bons joueurs, puis c'était pas vrai, il y avait peut-être 2 joueurs qui n'ont pas joué, Quintero puis un autre l'équadorienne. Et le reste, ils ont tous joué. Et pour nous, c'était une façon d'aller sur le terrain, montrer notre qualité, montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est sûr qu'on n'était pas à 100% en forme parce qu'on venait juste de commencer la préparation et tout ça. Et eux autres, ils étaient déjà dans le championnat. Alors. Mais le match était fantastique. Quand je regarde ce match maintenant, 12, 13 ans plus tard, c'est comme incroyable. J'ai encore des frissons qui sortent. Puis, des émotions qu'on n'avait pas vues au Stade olympique depuis les temps de Manick. Et je pense qu'on a un peu lancé le vibe à Montréal avec ce match-là. Toi, John, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Préparer une équipe versus une opposition qu'on ne connaissait pas du tout. C'était difficile de voir les matchs. Maintenant, c'est plus facile. On est capable de voir les matchs au Mexique. On est capable d'avoir un peu plus d'informations, que ce soit vidéo, que ce soit du data. En 2009, préparer une équipe contre... On sait que c'est une équipe mexicaine. On sait à peu près comment ils jouent, mais sans avoir beaucoup de détails.
comment tu as pu te préparer comme ça en début de saison pour affronter une équipe aussi relevée, là? Comme ça, je l'ai dit, du côté physique, c'était un peu difficile parce qu'on n'est pas dans un état physique pour jouer des matchs à ce niveau-là. Mais on a fait Marc Dos Santos à ce temps-là, qui était mon assistant. Lui, il a trouvé 3 matchs que Santos Laguna a joué juste avant qu'ils ont joué contre nous. Comme tu as dit, ce n'était pas facile de les trouver ou c'était peut-être la qualité en même temps, ce n'était pas le meilleur. Mais on a regardé les 3 matchs avant notre match contre eux autres. Alors, on a eu une très, très bonne idée comment ils sont, les joueurs chacun. On a fait une présentation à tous les joueurs, pas seulement la façon que Santos Laguna joue, mais on a donné de feedback à tout le monde par rapport à chaque joueur de Santos Laguna, un peu leur faiblesse, puis les choses qui ont été positives de leur côté. Alors, de ce côté-là, je pense qu'on a été assez bien préparés. Évidemment, le côté tactique était plus précis par rapport à 7 matchs seulement et pas nécessairement comment on va jouer les matchs après. Une chose qu'on n'avait pas besoin de faire du tout, que d'autres fois on fait normalement comme coach, c'est la motivation était automatique. L'intensité dans les pratiques jusqu'avant le match n'était pas un problème. Tout le monde était hâte, tout le monde voulait jouer, peut-être plus que d'autres matchs. Évidemment, chaque jour qui passait, on attendait 10 000 billets vendus, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Alors, évidemment, l'enthousiasme de tout le monde s'enlevait tout seul. Alors, du côté psychologique, les entraîneurs, on n'avait rien à faire. On n'avait rien à faire. Oui, on voulait gagner. Oui, on croit qu'on était capable, mais en même temps, on savait bien que c'est un adversaire qui joue dans une ligue qui est évidemment à beaucoup plus haut niveau que la nôtre. Leur budget de joueurs était complètement à un autre niveau de nôtre. Mais en même temps, puis je pense que c'est une chose qui a joué un grand rôle pour notre victoire ici, c'était encore une autre fois l'enthousiasme, la motivation, les passions qu'on avait, l'intensité qu'on a montré n'étaient pas nécessairement les mêmes au deuxième match. Puis en plus, à cause un peu de la fatigue et tout ça, mais c'est différent du joueur à Montréal, puis c'est différent du joueur là, puis en plus, avec les 55 000 ou 56 000 personnes, tout le monde était vraiment motivé. Et qu'est-ce que moi, j'ai trouvé bien dans tout ça, à part que c'était un match énormément intéressant, énormément important, dans une compétition prestigieuse, qui, à ce temps-là, c'était la première fois qu'une équipe canadienne était peu qualifiée pour jouer dans les Champions League. Alors, c'était quelque chose un peu nouveau pour tout le monde. Mais moi, j'ai retenu pas seulement l'ambiance, mais la performance de l'équipe était super par rapport à l'adversaire. Et qu'est-ce que je veux dire de ça? On a mérité, d'après moi, de gagner. Ce n'était pas par chance, ce n'était pas par hasard, même s'ils ont eu plusieurs opportunités aussi de gagner, de marquer des buts. Mais moi, j'étais très fier de la performance de tout le monde parce que c'est les joueurs qui ont bien fait à la fin, qui ont donné tout ce qu'ils voulaient par rapport à la victoire. Voilà. Moi, je donnais tous les crédits aux joueurs parce qu'ils ont très bien fait par rapport aux circonstances, même si les circonstances ont été favorables, mais un adversaire très difficile, un bon adversaire de qualité, puis en plus, c'était notre premier match compétitif à ce moment-là, pendant notre préparation pour commencer la Ligue. Oui, je me rappelle, oui, vas-y, Sandro. Dans la préparation, on avait fait des entraînements au Stade olympique avec beaucoup de bruit, beaucoup de musique. Non, John, on avait mis juste pour... parce que le son au Stade olympique, c'est pas évident. Puis quand c'est plein comme ça, le son est étrange.
Puis je me rappelle quand John puis le staff, ils ont mis le son avec les speakers. Et, juste pour vous habituer à être dans cette ambiance-là, pouvoir parler dans le bruit, tout Parce ça qu'on pour n'a être... pas de communiquer en plus. De Ouais, communiquer, c'est énormément difficile. Tu peux pas. C'était vraiment difficile. Ben, tu sais, en plus, c'était vraiment une équipe locale. Il y avait, le staff était local, beaucoup de joueurs étaient locaux. Est-ce que ça a été une démonstration finalement, là, après tant d'années, que le foot local avait un certain niveau de qualité pour bien faire au niveau continental, là? Puis ce qui manquait dans le fond, c'était l'expérience parce que les joueurs n'étaient pas habitués, c'était une première, mais un staff qui est fait avec des anciens joueurs, qui est fait avec des formateurs locaux, des joueurs là, qui n'avaient pas nécessairement une formation comme on a présentement. Là, on a des académies. Là, présentement, un joueur passe à travers un processus un peu plus normal. Là, c'était la première fois que des gars locaux démontraient que leur foot, ils pouvaient se débrouiller. Oui, il fallait une tempête parfaite, mais ils étaient capables de faire face égal à égal avec les meilleurs du continent. Et Oui, encore, je pense c'était l'enthousiasme et la motivation de tout le monde. Puis on est tous fiers de notre ville, de notre province. Alors tout le monde, en même temps, il y avait le peur qu'on puisse être battu avec un grand écart. Tu comprends? Alors en même temps, on ne voulait pas ça. Puis on a donné beaucoup plus qu'on était capable de donner physiquement. Mais ça, c'est à cause de l'enthousiasme, l'énergie qui était là pour tout le monde. Mais c'est un bon point qui vous amène parce qu'il y avait toutes les staffs venaient de Montréal, beaucoup de joueurs qui venaient ici de Montréal. Ouais. Alors, pour moi, c'est encore plus important dans tout ça parce que c'était un grand moment pour que tout le monde monte un peu, qu'on n'était pas juste n'importe qui, si tu veux. On était capable de quand même donner des performances à ce niveau-là, qu'on a un adversaire qui était supposément beaucoup mieux que nous autres. Alors, c'est un point très, très important que peut-être on oublie qu'il y avait plusieurs joueurs qui ouais. de Montréal. Sandro? Souvent, il y a du monde qui oublie. Alors, si je me rappelle bien, il y a 2 générations à Montréal où est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de talent. Alors, la génération de John, il y avait John, Nick, Marco Rizzi, il y avait plein de joueurs, plein de bons joueurs. Ma génération, entre 77 ou 76 et 81, Ali Gerba, Patrice Bernier, Olivier Ossian, Antonio Ribeiro, Rocco, Patrick Bernier, Patrick Leduc, Navio Pizzolito. On avait beaucoup de joueurs. Alors, le talent ici, il ne manquait jamais. On pouvait tranquillement, juste les noms dans ma génération, on pouvait tranquillement faire une équipe en MLS peut-être et bien apparaître. La génération de John, c'était la même chose. Il y avait beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Alors, entre les deux, peut-être il y avait quelques années où est-ce qu'il y avait un peu moins, mais le talent, puis je pense en 2004, quand on a gagné le championnat, sur les 11 partants, on était combien étrangers? Peut-être 2, 3 sur les 11. Et, mais ça crée vraiment une ambiance de famille, d'amitié, de plein de choses. Le stade, en 2004, il y avait des matchs avec 12-13 000 personnes par match. Puis c'était plein au centre Corbillard. Puis parce qu'il y avait beaucoup de gars de Montréal. Mais même quand il y a des étrangers. Excuse-moi, Sandro. Même quand il est étranger, pour moi, Sembrango, il n'est pas cubain, là. Il est montréalais. Je ne fais pas la différence. Roberto Brown, je me dis, peut-être, je l'ai vu là. Je l'ai vu quelque part. Je pense que c'est Montréalais. Non, mais il y avait plus des étrangers dans les matchs en 1994 qu'on a gagné que celle de 2004. On avait quelqu'un québécois dedans, mais il y a plusieurs qui ne venaient pas de Québec ou même du Canada en 1994. Mais c'est fou. Tout le monde s'est approprié d'être Montréal. Excuse-moi, John, vas-y, go. Non, il n'y a pas de problème. Mais juste aussi pour vous dire que même si, comme équipe, on n'a jamais joué dans une situation comme ça, mais il y avait des joueurs dedans qui ont été quand même assez habitués, des joueurs contre des adversaires comme ça, puis dans une ambiance comme ça. Sandro a joué en Italie,
De Lorenzo qui était en Argentine, Roberto Brown qui a joué contre des équipes latines d'où il vient. Alors, il y avait quelques joueurs qui ont été assez Rocco en même temps, qui ont été assez habitués de jouer dans de circonstances comme ça. Mais c'était la première fois comme équipe qu'on a eu cette chance, si tu veux, de montrer quelque chose dans un plus grand, globalement, un plus grand match que normalement. Alors, oui, pour l'équipe, c'était quelque chose de complètement nouveau, mais pour certains joueurs, ils n'étaient pas, je ne pense pas que c'était quelque chose, c'était spécial, mais pas nécessairement, il n'y a personne qui a jamais joué contre des équipes comme ça ou dans une ambiance comme ça, parce que même moi, Sandro, avec l'équipe nationale, moi, je me rappelle plusieurs fois, on joue au Mexique avec 110 000 personnes. Alors, c'était pas, pour moi, personnellement, c'était une superbe journée, une journée spéciale, mais du côté d'ambiance, du côté du monde, pour moi, c'était en Grèce, ils sont fous. Alors, ils sont encore fous, mais c'était pas quelque chose que j'ai jamais vécu. Tu comprends? Sans faire de cliché, est-ce que, on est encore sur le match aller, sans faire de cliché, est-ce que le stade olympique vous a donné avantage par rapport à cette équipe mexicaine qui vous a sous-estimé, le turf, le ballon qui rebond, jouer revel à l'âge, j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, ils sont calmés, là, ils ont commencé à jouer plus technique, mais je pense qu'on est d'accord que le stade olympique, c'est un grand avantage pour vous, même si ce n'était pas votre terrain à temps plein, là, mais tu dis, John, est-ce que c'était genre, ça faisait partie du plan de match, ou tu dis, ben, whatever happens, happens, et on profite? Non, pas nécessairement, c'était pas dans un plan de match, mais on savait que peut-être tout le monde de cette équipe-là, ils n'ont jamais joué sur le turf. Alors, ça prend quelques minutes, du temps pour s'habituer un peu, mais c'est certain que c'était complètement quelque chose de nouveau pour eux, et pas pour nous, nécessairement. Alors, peut-être c'est un avantage, je ne sais pas, mais je sais que pendant le match, les joueurs de Santos Laguna devenaient beaucoup plus frustrés. Pas seulement qu'on a joué bien, mais je pense qu'ils ont été aussi frustrés par rapport au terrain. Alors, ça jouait peut-être un petit rôle psychologique, je ne sais pas. Mais écoute, moi, je crois tout le temps qu'un bon joueur, c'est un bon joueur n'importe où. Mais ça prenait un peu pour eux de s'habituer à jouer dans cette surface comme ça. Tu le sentais-tu, Sandro, pendant le premier match? Si les Mexicains en face de toi étaient un peu coqués, ils se trouvaient comme vraiment au-dessus de tout ça, ou vous autres, de votre côté, vous essayez peut-être d'utiliser l'avantage du terrain pour dire ça c'est notre turf, ça c'est notre terrain, vous allez être incapable de jouer. Tu sais, est-ce qu'il y avait une certaine relation? Est-ce qu'entre les joueurs, là, ça se passait comment entre Santos Laguna, les joueurs, puis vous autres, les joueurs de l'Impact? Mais regarde, premièrement, je pense qu'on était excités, nous autres, mais comme John a dit... Vous étiez trop énervés pour faire d'autres choses, vous étiez trop énervés avec la foule. Mais John a bien dit, on ne voulait pas se faire planter. Alors, quand même, on était prêts. On avait un peu peur, peut-être. On était excités. Mais dès qu'on a commencé à voir, comme John a dit, il y avait des moments où est-ce que les Mexicains ils étaient frustrés avec le terrain. Et en plus... Je pense qu'ils étaient frustrés avec notre jeu parce que quand même, on a bien joué. On avait bien joué. Je regarde le match. J'ai regardé le match plusieurs fois depuis 2009, le match aller. Puis honnêtement, on avait bien joué le match. Et quand Eddie a marqué le premier but, on a pris confiance. On était dans le match. On a eu d'autres occasions aussi. Et le terrain nous a aidés. Parce qu'en 2009, on s'entend, il n'y avait pas autant de terrains synthétiques dans le monde comme maintenant. Nous autres, on était habitués, chaque camp d'entraînement, whatever, on était à Catalonia peut-être, à l'intérieur. C'est assez baisé comme turf, ça. Le ballon rebondissait assez sur le terrain. Et il y avait un son en dessous des pieds. Comme quoi, il n'y avait rien. Il y avait comme un espace entre le béton. Une espèce de vide là, entre le tapis et le béton. Puis le stationnement. En dessous, on sentait comment c'était dur.
Mais Là, tu comprenais André Dawson, pourquoi il est parti. Là. et, ça nous a aidé. Ça nous a aidé aussi. Je pense qu'eux autres, venir ici à Montréal au mois de février, c'est quand même, il fait froid dehors. Et ils ne sont pas habitués à ces choses-là. So, il y a toutes des choses qu'on a mis de notre côté. Puis avec l'enthousiasme, on était capable de sortir un bon match. Je me souviens de toi, Sandro, à la fin du 2-0, là, l'entrevue. Je me souviens de l'entrevue que tu avais donnée devant 55 000 personnes. C'est la folie. Là, parce que si vous autres, les joueurs, vous avez peur de mal paraître et de manger une volée, nous, le Québec, c'est la première fois que les partisans de foot vivaient la même émotion en même temps. Parce que, nous, on est quatre origines différentes. Pendant que John trippe sur quelque chose grec, Sandro, moi, puis Sofiane, ben, on ne trippe pas. Là, c'est la première fois que tout le monde, tous les Montréalais, tous les Québécois qui aiment le foot, qui voient leur foot, qui voient leurs voisins, ils connaissent tous quelque part un joueur de l'Impact, qui dit « Wow, on est bon ». Et toi, sur le terrain, je me souviens que tu étais particulièrement énervé, tu étais fier, puis tu sentais que peut-être que c'était un moment historique parce que, attention, ce sport-là peut exister à Montréal. As-tu encore cette impression-là aujourd'hui? Est-ce que c'est le début de quelque chose qui s'est passé, même avec ce qui se passe avec l'équipe Canada? On voit qu'il faut des événements marquants comme ça pour faire avancer collectivement le soccer au Québec et au Canada. C'est sûr. Je me rappelle l'entrevue, je pense que j'ai dit le foot au Canada, c'est un sport important ou peut-être le premier sport. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que exactement j'ai dit, mais on a montré. Puis, regarde, les chiffres dernièrement avec l'équipe nationale, tu dis des événements qui vont nous aider. L'équipe nationale là, qui joue en ce moment, il y a plus de monde qui regarde les matchs de l'équipe nationale que d'autres sports. Le foot a dépassé le hockey en Amérique du Nord. Ils sont juste troisième derrière le baseball puis le basket puis NFL. Ah ouais. On est troisième ou quatrième, mais on est là avec le baseball. On a dépassé le hockey. Puis le potentiel était toujours là parce que, regarde, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de Canadiens au Canada, puis il n'y a pas beaucoup d'Américains. On est tous des étrangers en Amérique du Nord. On ramène tous un peu notre bagage DNA de foot, là. Ton héritage, tes parents, ton frère, tes cousins, la Gazette, ou genre, on est tous partis au Bar Champs une fois. Tu vas au Bar Champs, Saint-Laurent, tu prends des chicken wings, tu payes $10 pour un statut qui ne marche pas, puis tu dis OK, c'est ça notre tradition foot. C'est comme ça que ça marche. Puis peut-être, oui, OK, il y a beaucoup de monde qui aime le hockey. Moi, j'aime le hockey aussi. Mais on peut vivre avec deux sports. Avant 2009 ou 2008, quand j'avais dit ça, c'est comme, non, on peut juste avoir un sport. Non, on peut avoir deux sports. On peut avoir trois. On peut avoir NBA à Montréal, Toronto, Vancouver, peut-être Calgary ou whatever. Non, on peut avoir 3-4 sports. Et j'espère qu'on est arrivé au moment où est-ce que le monde commence à comprendre, OK, notre équipe nationale est fantastique. CF Montréal, l'année passée, a joué avec beaucoup de jeunes. Puis cette année, j'espère que ça va continuer. Puis ils vont avoir beaucoup de succès encore. Et on doit amener ça plus loin. Ouais. John, quand tu étais sur le banc durant le 2-0 avec ton beau suit marron, là, je pense que c'était marron. Là, on se mangeait de couleur pendant le match. La chemise, il faut la changer. Est-ce que toi, tu t'es dit... Merde, j'aurais bien voulu jouer en 2004 et pas en 94. J'aurais bien voulu être là 10 ans plus tard pour vivre ça. Est-ce que le coach voulait être sur le terrain à la place? Au match retour, c'est sûr. Au match aller, je ne sais pas. C'est sûr, parce que ça n'arrive pas souvent des choses comme ça. Mais comme je vous avais dit, moi, j'étais un peu habitué parce que avec l'équipe nationale, on a joué contre des équipes nationales qui viennent de ces pays-là. En Grèce, comme je vous avais dit, les matchs ont été complètement fous. Alors, pour moi, comme je vous avais dit, ça ne m'a pas surpris. J'étais surpris qu'on était capable d'amener 56 000 personnes au stade. Ça, c'était une grande surprise pour moi, parce que je savais qu'il y a du monde qui aime le foot, mais pas
que dans un match, il va y avoir 56 000 personnes. On a vécu ça avec le Manic avant, mais pour l'Impact, moi, je ne savais pas qu'on était capable d'amener autant du monde au match. Alors ça, c'était une surprise pour moi. Mais écoute, pendant le match, moi, je même j'étais un peu surpris, j'étais énormément calme parce que je pense qu'on avait beaucoup plus à gagner que de perdre. Vous comprenez? Alors, tout qui vient positif de ce match, c'était bon parce que tout le monde, ou presque tout le monde, attendait qu'on perdait. Alors, pour moi, c'était tout qui arrivait, c'était vraiment un bonus par rapport à ça. Mais le match s'est déroulé dans une façon qu'on a vraiment montré qu'on était capable. Et même au deuxième match, que évidemment, tout a tourné, mais même dans le deuxième match, notre performance jusqu'à peu près 60 minutes, 70 minutes était encore très, très bonne, même s'ils ont dominé un peu. Mais on a quand même bien joué jusqu'à ce moment-là. Mais après, évidemment, tout a tombé parce que c'était clair qu'ils ont été capables, hein, parce que c'est des équipes qui sont normalement très offensives. Il a mis beaucoup d'enfance côté offensif. Puis, moi, j'ai regardé les faces des joueurs. On était vraiment, c'était vide. Il y avait plus de gaz, il n'y avait rien. Puis, il y avait des attaques après attaques d'eux autres. Alors, c'était vraiment difficile. Mais même dans le deuxième match, même si on a perdu, on n'a pas avancé, même dans le deuxième match, on a fait assez de bonnes choses jusqu'à 3/4 peut-être du match, on était assez bien. Alors, c'était pas seulement les résultats, évidemment, étaient difficiles au deuxième match, mais par rapport à la performance en général, même au deuxième match, on a bien fait. Non, je pense que vous avez fait. Je pense que beaucoup de clubs d'MLS auraient voulu avoir ce genre de performance contre des clubs mexicains. Là, parce que on a l'impression que les Mexicains sont imbattables au Champions League. Montréal a failli le faire, LAFC a failli le faire, Toronto a failli le faire. Mais quand tu vois, le style de jeu, c'était beaucoup plus lent en 2008, mais même, c'était pas si mauvais que ça. Puis tu vois le talent local qu'il y avait. Beaucoup de clubs MLS auraient voulu avoir ce genre d'énergie et de dynamisme. Là, parce que les débuts de Sebrango, là, c'était. Je veux pas dire des mots là, mais il y a des joueurs qui ont joué avec l'équipe MLS de Montréal. Ils n'arrivaient pas à l'achever de Sebrango. Sebrango était vraiment beyond, il était autre chose là dans son. Non, mais écoute, c'est normal qu'on ne peut pas nécessairement comparer les équipes, mais en même temps, l'équipe qu'on avait sur le terrain et peut-être d'autres qui manquaient, qui n'étaient pas là pour jouer, on ne sait jamais, mais d'après moi, on n'est pas beaucoup plus faible, on peut dire, que les équipes qui sont là présentement, hein, parce que honnêtement, on était bien, on a joué bien. Puis je pense que ça n'arrive pas. Mais s'il y avait un match contre des joueurs de 7 ans avec des joueurs maintenant, je ne sais pas que c'est un match qui va avoir beaucoup de différence du côté de but ou de victoire. What if Impact 2009 contre CF Montréal 2022? Je cancelle l'article tout de suite. Là. Ça serait bien, on fait un FIFA. Exact, on fait une simulation. Puis si ça tourne trop mal pour le CF, on laisse tomber. Mais il faut régler l'arbitrage CONCACAF, là, parce qu'il y a des tags que j'ai vus là, des deux côtés. Là, aïe, ça passe pas maintenant. Avec la VAR, là, je pense qu'il y a trop de rôles. Je me rappelle une chose, je me rappelle pas d'autres choses, mais une chose que je me rappelle, on a même eu une très grande opportunité d'avoir un penalty quand c'était, je pense, 2-1, qu'on a gagné. Qu'eux, ils ont fait 2-2. On avait un penalty qui, d'après moi, était vraiment un penalty, puis ils n'ont pas donné. Le VAR, ça n'existe pas. Il n'y avait pas de télévision en plus. Ouais. Mais ces petites choses qui peut-être changer un peu le destin du match. Le résultat. Ouais. Donc là, c'est 2-0. Fin février, c'est la fête à Montréal. Le match retour, c'est le 5 mars 2009. C'est ça, 5 mars à Santos Laguna. 25 février 2009, le match aller. Le match retour, c'était le 5 mars. Est-ce que vous faites la fête ou vous êtes genre, vous faites la fête dans le vestiaire 5 minutes après, on est en back en business pour le prochain match?
Oui, on Écoute, il faut était, que tu comprennes. on était dans le Vas-y, vestiaire, Sandré. on Il était faut que tu... contents, puis c'est sûr qu'on a fait un peu de fête, mais quand même, on savait que c'était pas fini. Puis on voulait savourer ce qu'on avait fait sur le terrain et On s'entend commencer qu'il à... devait avoir une méga fête. Là. J'imagine, j'imagine, pas juste les joueurs, pas juste le Buonanotte, staff, peut-être? mais je vois des propriétaires puis des amis de propriétaires qui doivent être énervés à 2-0. Ils doivent être heureux là, après le Oui, 2-0, non? mais je pense, exactement, mais je pense que c'est ça était vraiment le problème parce que Ah, on a donné beaucoup tu sais, de croire qu'on est capable, Ouais. mais et quand on n'a pas réussi au deuxième match, je pense que les réalités des choses n'étaient pas bien comprises par certains mondes. Parce que oui, on a gagné le premier match, oui, on a performé bien, pourquoi pas avancer? Mais je pense qu'il y avait du monde qui pensait que c'était assez, pas facile, mais ce n'était pas autant difficile Ouais. de passer. Mais pour moi, ils m'ont demandé après le match, qu'on a fait la conférence de presse, il y a du monde qui m'a dit, John, pourquoi tu ne semblais pas très excité? C'est exactement pour ça, parce que je savais que même 2-0 contre une équipe explosive comme eux, offensivement, et à Santos Lacuna, il n'y a rien qui est il n'y a aucune sécurité vraiment dans ça. Puis je pense que la frustration était beaucoup plus grande euh, après qu'on a sorti, alors qu'on a perdu le deuxième match, parce qu'on a donné beaucoup de croix qu'on était capable. Tu comprends? Alors si, je ne sais pas si vous comprenez mon point, mais si on perdait ici à Montréal, il n'y a personne qui dit OK, Ouais. ils sont mieux que nous, c'est fini. On perdait ici, on perd là. Ouais. C'est C'est pas, normal. mais à cause qu'on a joué bien, à cause qu'on a gagné le premier match, je pense qu'il y a quelques-uns qui ont automatiquement pensé que maintenant on va avancer. C'est pour ça peut-être la frustration de façon que les deux matchs sont déroulés était un peu plus grand que si on perdait les deux matchs. Vous comprenez? Alors, Tout à fait. oui, parce que j'ai même entendu qu'ils ont commencé de vendre des billets Pour les euh, demi-finales. en mi-temps. En mi-temps, j'ai Wow. entendu qu'ils ont ouvert Wow. le billet. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Le match n'est pas fini. Alors, je pense qu'il y avait du monde qui n'était peut-être pas assez réalistes de la situation. Puis peut-être ils ont pensé que c'était plus automatique pour nous d'avancer que vraiment qu'est-ce qui Ouais. était le défi devant nous. Je pense que ça fait partie de l'euphorie de tout ça, là. Puis on a tous vécu, mais vous, c'est pourquoi vous parlez, vous l'avez vécu de l'intérieur puis de l'extérieur, là. Puis vous le vivez encore. Le match retour. Bon, on connaît le score, c'est 5-2. C'était de partout pendant une grande partie du match jusqu'à que. à la D'accord. mi-temps, c'est 2-1, Montréal. 2-1, ouais, 2-1 Montréal, oui. C'était. Ouais. C'est Brown. Attends, c'était Brown. Brown et ses Branco Brown, qui c'est font ça. le 2-1. Ouais. Qui font le 2-1, ouais. Puis bon, vous faites à 4-2, vous êtes encore qualifié, mais après, c'est Quintero qui marque son deuxième pour faire le 5-2. Bon, c'est la fin. On sait comment le scénario est fini. Le film est fini, est maintenant fini, mais quand vous arrivez au stade, l'ambiance, à l'hôtel, est-ce que vous vous dites, OK, ça c'est un autre match, c'est autre chose, on est en territoire ennemi classique, ou vous dites, on est calme, on est bien, on fait notre match, puis dans votre plan de match, c'était quoi, John et Sandré, par rapport à la préparation au Mexique et le plan de match? Du match ici ou à Mexique? Au match aller, au match retour, pardon. Le match aller, c'est fini, maintenant tu es au match retour. T'as pris l'avion, tu es à l'hôtel. Oui, ben écoute, la différence en Mexique, c'est que on sortait pas du hôtel juste seulement pour le pratique. Alors, il y avait personne qui circulait dehors parce que c'était vraiment un temps difficile en Mexique parce que il y avait un grand problème avec le drogue à Ouais. ce temps-là. Puis, on n'a jamais, moi, je ne pense pas qu'il y a personne qui a sorti de l'hôtel toute la journée, sauf pour aller aux pratiques. Et même en pratique, c'était assez difficile parce qu'on avait la police avec nous d'aller quelque part à pratiquer. Puis c'était pas, c'était complètement différent
qu'on était ici. Et la seule chose que tu voyais vraiment dans la rue, c'était de pick-up avec 10 policiers dessus. Puis c'était un moment très dangereux dans cette ville-là, tout le Mexique, mais dans cette ville-là. Alors de ce côté-là, ça n'a pas joué un rôle, mais de ce côté-là, on n'était pas énormément à l'aise, si tu veux. Ouais, c'était intimidant comme contexte. Un peu. Je ne sais pas beaucoup, mais on savait que Santos Laguna va être différent aussi dans le match. Notre plan à jouer, c'était pas, je ne me rappelle pas bien, mais ce n'était pas différent. Mais on savait qu'ils ne sont pas stupides. Ils vont peut-être ajuster par rapport à nous aussi pour essayer d'exploiter certaines choses de notre côté. Parce qu'au premier match, je suis sûr et certain, ils n'ont même pas regardé un match de nous. Et ils n'ont même pas connu qui sont les joueurs ou rien. C'est sûr, ils n'ont pas fait ça. Puis en deuxième match, peut-être ils ont ajusté un peu par rapport à ce qu'on était capable de faire. Mais l'ambiance là-bas était évidemment très très différente. Puis la ville même, la façon qu'on a préparé, c'était un peu différent parce qu'à cause de la situation dans la ville. Ouais, si eux pouvaient prendre le métro par le stade olympique, vous ne pouvez même pas sortir manger un taco dans un food truck, là, ça c'est sûr. Vas-y, mais Sandro, vous autres, entre les joueurs, John a dit que l'ambiance commençait à être un peu exagérée peut-être au niveau du deuxième étage, au niveau des médias, même s'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, au niveau des partisans, on commençait déjà à imaginer plein de choses. Au niveau joueur, est-ce que vous étiez isolé de ce phénomène peut-être d'être trop excité pour rien? Étiez-vous tellement concentré du match que vous n'étiez pas obligé, peut-être qu'il y avait des jeunes joueurs qui étaient un peu plus énervés, qu'il fallait les ramener au contexte de « Hey, guys, c'est juste 2-0. Un match aller 2-0, ça ne veut pas dire grand-chose. » Ça aide, mais c'est juste 2-0. Comment ça se passait entre les joueurs? Mais regarde, la chose la plus difficile, c'est on parle depuis 2 ans de confinement avec le COVID. On a fait le confinement, vraiment. Vous l'avez vécu, là. puis, comme Johnny dit, c'était 3 jours. Et je me rappelle qu'on était dans la chambre ou dans le lobby. Chambre, lobby. Puis moi, je me rappelle très, très bien, je marchais dans l'hôtel, puis OK, qu'est-ce que je fais? C'est plate. Il n'y a rien à faire, je ne peux pas sortir. On est allé faire une marche, je pense, une fois, mais à l'extérieur de l'hôtel. Mais même là, il y avait la police. Ça, c'est toutes des choses. OK. Moi, j'ai vécu des moments comme ça en Italie, en Europe, mais même pour moi, c'était pas facile. Alors, imaginez-vous des gars qui n'ont jamais vécu ça, soit américains, soit canadiens, ou est-ce que, tu sais, USL, tu vas jouer un match. Si tu gagnes, tu perds, il n'y a personne qui t'attend à l'extérieur du stade, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Nous autres, tu vas à Costa Rica, tu as vécu ça. Brango, c'est sûr qu'il a vécu ça. Roberto Brown, c'est sûr qu'il a vécu ça. Alors, eux autres, ils étaient habitués, mais il y avait certains gars qui n'ont jamais vécu ça. Alors, ça, c'était la partie plus difficile, je pense. Ils étaient déjà intimidés avant que le match commence, dans le fond. Je me rappelle, j'étais sur le terrain, puis je pense que c'était 3-2 pour eux ou 4-2. Puis j'essaie de crier après certains gars pour dire « Oh, let's go, come on, wake up, don't worry about it. C'est correct, on est encore dans le prochain tour. Allez, réveillez-vous, les choses comme ça. » Mais juste pour les faire comprendre. Mais il y avait certains gars, tu les voyais dans leur langage de corps. Langage corporel. C'était pas bon. C'était pas bon. Ils étaient, oui, puis la difficulté qu'on a eue du côté de faire des changements, je me rappelle bien que notre banc était vraiment jeune. Il n'avait pas beaucoup d'expérience. Il y avait personne qui était un peu vieux en plus. Il avait tous de jeunes joueurs que si tu le mets ou tu ne le mets pas à ce contexte-là, ça ne change vraiment à rien. On avait, comme je dis tout à l'heure, il y avait quelques blessures, puis les bancs étaient très, très jeunes. Alors, c'était très difficile pour nous de peut-être essayer d'échanger quelque chose pendant le match du côté personnel. Une chose qui
moi j'ai vécu beaucoup dans des pays comme ça, c'est qu'il aime beaucoup les Canadiens. Et il aime notre pays, mais c'est sûr, certain qu'il voulait nous battre parce qu'il ne croit pas qu'on a du soccer ici. Puis le monde à l'hôtel était vraiment gentil, tout est bien passé. Et les seules choses qui étaient un peu bien, parce que je me rappelle, il y avait 2-3 filles qui ont été assez belles à l'hôtel. Certains, c'était bien. La tactique. Oui. Puis de ce côté-là, c'était peut-être les seules choses positives. Ça aidait les 2-3 jours. Là. L'hôtel, parce qu'il y avait, je me rappelle, il y avait 2-3 belles filles. Pas mon âge, évidemment. Mais c'était quand même, qu'est-ce que je veux dire, c'était dans l'hôtel, même si c'était difficile, c'était quand même, on était bien traités, tout le monde était gentil. Oui. Il n'y avait pas aucune. Les Canadiens sont bien aimés. Non, mais les Canadiens sont bien aimés à ces pays. C'est pas comme des Américains qui arrivent quelque part. Exactement, Là, ils sont exactement. Si c'était à refaire, est-ce que vous êtes parti trop tôt? Est-ce qu'il fallait arriver plus tard parce que rester comme ça 3 jours à l'hôtel, ça pouvait mentalement devenir fatigant? Ou Moi, je peux vous répondre à ça parce que j'ai vécu moi-même, parce qu'avec l'équipe nationale, on a essayé, on joue particulièrement contre le Mexique, on a essayé d'aller un jour avant le match, on a perdu. On a essayé de le faire 3-4 jours avant le match, on a perdu. Une fois, dans la qualification, je me rappelle bien, on est arrivé là au moins une semaine avant le match pour être capable de nous habituer par rapport, évidemment, à l'ambiance, au contexte. Hein? Non, pas l'ambiance, mais je ne sais pas comment le dire. L'altitude. Oh, l'altitude, oui, OK. Parce que pas à Santos Laguna beaucoup, mais au Mexique, au match au Stade Azteca, il avait vraiment un problème d'altitude. Mais on est arrivé là une semaine. C'était la même chose avec l'équipe nationale. On ne l'a jamais vraiment sorti de l'hôtel. La seule bonne chose qu'il avait un terrain de golf dans l'hôtel. Alors, ce n'était pas mauvais, mais on a perdu, je pense, 3-0, 4-0, même si. Alors, quand tu arrives là, ça ne change rien. Mais qu'est-ce que je me rappelle aussi, c'est que je pense qu'on était plusieurs jours à l'extérieur de Montréal parce qu'on a joué des matchs amicaux aux États-Unis contre Houston, je ne sais pas quoi, d'autres matchs. Alors, pour nous, ce n'était pas seulement 3 jours. C'était une dizaine de jours ou même 2 semaines qu'on n'était pas à Montréal. C'était un camp d'entraînement qui continuait. C'est ça, on n'était pas à Montréal. Alors, ce n'était pas seulement les 3 jours qu'on était à l'hôtel, mais avant, on n'était pas à Montréal. Je pense qu'on était de Houston directement à Santos Laguna. Il y avait plusieurs jours qu'on n'était pas chez nous. Alors, c'était plus qu'une semaine, 10 jours qu'on était à l'étranger. C'est fascinant. Puis maintenant, préparation, pas évident. Hein, des conditions CONCACAF, là, comme on les aime bien, là, c'est devenu quasiment la légende de la CONCACAF. C'est une réalité maintenant pour tout le monde. Là, mais le match lui-même, je commençais par John. John, est-ce que tu avais l'impression, est-ce que tu coachais ou tu disais genre, je mets les meilleurs joueurs que je peux, j'avais un bon jeune, puis je laisse les joueurs le gérer, ou tu avais vraiment, est-ce que tu savais que le tsunami allait venir? Mais le deuxième match, c'était plus, je voulais exactement le même joueur qui ont commencé le match à Montréal pour le faire à Santos Laguna, mais ce n'était pas le cas. On avait 1 ou 2 blessures. Alors, il fallait faire quelques changements. Il y avait plusieurs choses. Moi, écoute, je prends mes responsabilités. Peut-être, moi, je peux gérer le match peut-être un peu mieux, c'est sûr. Je pense que une erreur que je fais, j'ai mentionné directement après le match, c'est qu'on n'a pas nécessairement bien anticipé Quintero. Parce que je pense on a fait un changement, j'ai fait un changement très vite, d'après moi. Ça veut dire en mi-temps, je fais un changement pour gérer un peu plus Quintero, mais ce n'était pas un bon choix. Ça n'a pas arrivé d'être un bon choix parce qu'il était un peu trop vite puis un peu trop difficile alors, je pense que j'ai mis Félix, qui est un joueur capable, mais du côté de l'athlétisme, du côté de vitesse,
c'était une erreur parce qu'il n'était pas capable de le gérer, sa vitesse, son habilité. Puis en arrière de lui, il avait Di Lorenzo, qui était un bon joueur, mais en même temps, lui, il n'était pas le plus vite. Alors, de mettre Félix dans le match, ce n'était pas un problème. Mais de le mettre où je l'ai mis, je pense que moi, je n'ai pas aidé l'équipe et je n'ai pas aidé Félix de bien gérer la situation. Mais après ça, comme je vous avais dit, on n'a pas beaucoup d'options et de solutions. Oui. Puis Mais après, quand tu fais ce changement-là, John, Quintero est rentré à la 34e minute. C'était un partout. Sembrano, il marque le 2-1. Et Félix rentre à la 40e. Donc, je pourrais dire aux gens ce que je donne du contexte que je viens de dire. Vas-y. C'était pas peut-être de mettre à l'autre côté, peut-être, je ne sais pas, parce que pour Félix de jouer, c'était pas un problème. Il était capable. Mais c'est le match-up. Non, mais son profil et son statut par rapport à ça, c'était pas le meilleur de le mettre où je l'ai mis. Puis à cause de la combinaison avec lui, puis de Lorenzo, que c'est un très bon joueur, mais la vitesse qu'ils ont eue, l'habilité de rester avec lui était énormément difficile. Alors, de ma part, je n'ai pas aidé l'équipe peut-être comme il faut, mais une chose que il y a beaucoup entre nous, peut-être on comprend, mais écoute, le côté physique était clair après le 70e minute et après, que eux, ils ont lancé tout vers l'avant. Évidemment, ils prenaient des chances. Puis, j'ai regardé le face de Sandro, même j'ai communiqué avec Nevio un peu et ils ont été finis. Là. On n'était même pas capable de contrôler le ballon. Alors, la fatigue a causé des problèmes qu'on n'était pas capable de faire deux passes entre nous. Puis, il y a des détails que je me rappelle, il y a d'autres que je ne me rappelle pas. Mais même le dernier but qu'ils ont marqué, Sandro avait le ballon au milieu de terrain, je pense. Il a essayé de faire un pass. The Seattle guy we mentioned before. Puis lui, il a pris un mauvais contrôle. Il n'a pas contrôlé le ballon du tout. On a perdu le ballon. Il revenait, puis ils ont marqué 5 secondes plus tard. Alors, Sandro a fait un bon pass à lui, mais il n'était pas capable de contrôler le ballon. On l'a perdu rapidement. Puis on parle, il avait 10 secondes qui restent au match. Non, mais il avait 10 secondes. Si on menait le ballon vers l'avant, c'était fini le match. Mais il a mal contrôlé le ballon, puis on a perdu, puis ils sont arrivés à marquer un but. Excuse-moi, Nilton, je t'ai interrompu. Je ne sais pas si tu voulais parler à Sandro. Là, mais je me demandais, vous êtes maintenant rendu, Sandro, tu coaches aussi. John, quand tu parles de peut-être un mauvais choix ou une erreur, ça c'est facile de dire après, mais pendant le match, est-ce que tu le sens que c'est une erreur rapidement? Puis si tu sens que c'est une erreur, même vous autres, les joueurs, là, vous avez ce feeling-là, vous voyez le coach, c'est clair que John fait ce changement de tactique pour compenser l'entrée de Quintero. Qu'est-ce qui se passe là, dans la tête d'un coach ou dans la tête d'un joueur pour dire « Oh shit, ça ne marche pas. Ce qu'on vient d'essayer, ça ne marche pas. » Tu ne réalises pas tout de suite. Tu ne réalises pas tout de suite. Puis le but, ils sont venus un peu plus tard dans le match. Alors oui, je voyais qu'il avait une problématique, mais j'ai essayé le plus possible de mettre Di Lorenzo puis Félix ensemble, très, très proches. Comme ça, ils sont capables de gérer. Alors, oublie les autres, puis il reste un peu avec lui. Mais écoute, il avait d'autres bons joueurs. Quintero était très dangereux, mais il y avait d'autres joueurs. Il y avait Vosso qui a marqué un doublé. Ça attaquait à 5. Ça attaquait à 5. Tout le monde, c'était all aboard. Vous autres, les joueurs, au niveau tactique, le sentiez-vous là, que ça venait de switcher? Oui, mais ce n'était pas nécessairement le côté tactique. Honnêtement, comme je disais, je pouvais peut-être aider, mais c'était clairement physique. On n'était pas capable de suivre. C'était impossible. Au moment que tu gagnes le ballon, on n'était pas capable de faire deux passes. De faire le suivi, On perdait le ballon assez rapidement. Et toute cette pression-là, je ne dis pas que ça méritait de prendre 3 buts à la fin, mais malheureusement, des fois, des choses comme ça, ça arrive. Parce que pour moi, je me rappelle les dernières minutes, c'était comme c'était un marathon. Là. Non, mais ça passait aussi vite.
Puis, on n'avait même pas la chance de même pas réfléchir un peu de qu'est-ce qui se passe, c'est arrivé autant vite. Deuxièmement, on a difficulté à communiquer parce que même là, il y avait du bruit parce que le banc était 1 kilomètre de la ligne à côté. En plus, le banc était à l'autre côté du terrain. Puis on a eu beaucoup de difficultés. Tu peux voir, même si on a changé des choses, je ne pensais pas ça aider parce que physiquement, on n'était pas là. Et ça, Sandro, comment tu voyais, bon, à part de dire, il fait quoi le grec, là, fait des changements comme ça là, non, mais où est-ce que tu t'es dit, genre, OK, il faut qu'on gère le match, on a les meilleurs joueurs qu'on peut avoir. Et puis, parce que je vous rappelle, c'était 2-1 à la mi-temps, puis 54e et 74e, Vosso marque, donc c'est encore gérable le match, c'est encore 3-2. Vous vous dites, en disant mi-temps, OK, ça va aller, ou vous sentez un peu la pression venir, je dis, OK, le tsunami arrive, il faut qu'on se débrouille de sortir de son chemin, ou sinon, ou vous dites c'est inévitable. Dans ta tête, tu as ce feeling-là où c'est inévitable, où tu dis, ben non, c'est ça le foot, puis ça arrive. Juste très, très vite, Non, je pense que... Moi, je pensais très, très vite, je dis, on continue de faire la même chose. OK. Parce qu'on faisait bien, vous comprenez? Et peut-être ça, c'était l'erreur de notre côté comme coach. Est-ce qu'on recule peut-être l'équipe? Est-ce qu'on joue un peu plus bas? Des choses comme ça. En même temps, tu ne sais jamais ce qui va arriver. Réussir. Mais on faisait assez bien en première mi-temps et c'était pas vraiment, on n'a pas pensé vraiment à changer des choses énormes du côté tactique parce que ça marchait assez bien. Peut-être qu'on n'a pas anticipé qu'il y avait autant de fatigue. C'était ça notre erreur. Mais... Sandro? Oui, non, je pense que si je me rappelle bien, on est passé dans un 5-4 ans quand Félix il est descendu un peu plus à côté de Lorenzo. Puis c'est dans ce moment où est-ce qu'on a commencé à prendre un peu plus de pression vers nous. Parce que même si on était capable de trouver Eddie devant, on était loin de lui. Alors, c'était difficile pour lui de tenir le ballon et de nous aider à sortir de notre demi-terrain. Alors, en plus, la fatigue, les spectateurs, c'était pas plein tout le match. C'était pas un grand stade. Mais vers la fin et vers les dernières 15 minutes... Ils ont ouvert les portes. Non, il y avait beaucoup de bruit. Le stade, il shakeait. Puis, c'est à ce moment-là où est-ce que tu dis, OK, tu es fatigué, on n'est pas capable de sortir de notre zone, ils nous pressent, les uns contre un, c'est un après l'autre. Dès que le ballon sort, il y avait les ball boys. Les ball boys. Ouais. Tout de suite, un ballon rentré dans le jeu. Alors, tu n'avais pas le temps de tricher un peu, de respirer, whatever. Et en plus, Eddie, tout seul devant, c'était difficile de tenir le ballon avec 2-3 défenseurs toujours autour de lui. Alors, toutes ces choses-là accumulées, plus les partisans, ils ont commencé à faire beaucoup de bruit à ce moment-là. Ils disaient « si c'est possible ». Oui, on peut. C'est possible. Là. Oui, c'est possible. And it was like, oh my gosh. Mais Sandro, t'as pas pensé à un moment donné prendre un carton rouge, là, faire un bon tacle comme il faut là, pour dire OK, on va prendre 5 minutes. C'est une bonne vieille tactique là, italienne, là, boum! Ou la fameuse crampe, là. Mon genou. J'ai une question à vous deux pour ça. Le mythe, c'est 3-2 ou 4-2? C'est 4-2. Est-ce que vous dites, vous revenez dans le passé, Marvel, Multiverse, time travel, tu reviens, et tu dis, John, est-ce que tu aurais dû rentrer sur le terrain, faire n'importe quoi, puis te faire rouge? Non, honnêtement, je pensais à ça. C'est sûr. Je pensais à ça, mais je dis quoi? Je vais commencer à courir sur le terrain. Alors, je pensais que c'était un peu ridicule, mais je pensais à des choses comme ça. Mais je peux vous dire que ça arrivait comme énormément vite. Énormément vite. Ça semblait que dans 1 minute, ils ont marqué 4 buts. Dans notre tête, c'était un peu comme ça. Puis, même si tu n'avais pas... Je peux vous dire, c'était mon première année. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est là que l'expérience embarque. Parce que quand un coach a déjà vécu ça, quand un joueur a déjà vécu ça, si vous avez la même situation l'année d'après,
Je pense que c'est Sandro, sûr, oui. il pogne un rouge. Là. Il est Non, fort. c'est là. sûr. Il a Non, tous c'est évoqué. sûr. C'est sûr, mais comme je dis, même moi, c'était mon première année comme coach. Oui, j'ai vécu des choses comme ça comme joueur, mais pas comme coach. Et comme je vous avais dit, moi, j'ai fait est-ce que je pourrais faire mieux? C'était Oui, bien clair sûr. que je pourrais faire mieux, mais je ne crois jamais à la fin, même si la situation est difficile à la fin du match, qu'ils vont être capables de marquer, de but. Tu dis, écoute, d'une façon ou d'une autre, on va trouver la Ouais. solution. Mais écoute, ces choses comme ça n'arrivent pas tout le temps. C'est pas une situation telle normale que ça arrive, qu'une équipe est capable de revenir. Que ça, le match aller, le match retour, c'est partie de l'histoire de la CONCACAF. Là, c'est des matchs marquants, les deux matchs, là, aller-rotur, là, pour des histoires différentes. Sandro, est-ce qu'avec l'arbitre que vous avez là au match retour, je n'ai pas trouvé son nom encore, mais plonger ou faire semblant d'être blessé, aller aider quelque chose, ou tu vous êtes dit, genre, je pense que l'arbitre, il va rien siffler pour nous, là, tu sais, pour tuer le temps. J'ai l'impression que ça allait arriver où tu dis, Matt Jordan, même s'il garde le ballon 10 secondes, ça ne marchera pas, là. Honnêtement, je ne me rappelle pas de l'arbitre, mais je ne pense pas qu'il était mauvais. J'ai vécu d'autres matchs en Amérique centrale où est-ce que c'était pire. Je pense que l'arbitre, il était là. C'est juste toutes les autres choses qui sont ensemble qui nous ont mis en danger, en difficulté. Et l'inexpérience de notre groupe, c'était la plus grande chose qui était très évidente. You know? Mais comme tu dis, regarde, moi je regarde les matchs de l'équipe nationale maintenant, puis tu vois Milan Borjan qui tombe par terre, prend 30 secondes, 40 secondes. Il est toujours blessé. Hein? À chaque fois, il n'y a pas un match qui n'est pas blessé, Milan. Le défenseur central. Victoria. Ah, lui, il donne des coups de coude, puis c'est lui qui tombe. Spécial. So, tu vois qu'ils sont en train de jouer leur jeu. Et peut-être nous autres, on était un peu trop gentils avec ça. Et des fois, c'est ça qui fait la différence. Tu vas jouer ces matchs-là. Tu dois trouver Je m'appelle avec l'équipe nationale, on jouait à Honduras, on gagnait 1-0. Si on était capable de gagner ce match, c'était la qualification de 2006. On était encore en course, puis on était proche de Honduras. Et le ballon, il sort, je pense, à la 80e minute, proche de notre banc. Puis c'est un de nos joueurs qui donne le ballon à l'autre équipe. C'est une naïveté, là. C'est une naïveté qu'on a. C'est première génération canadienne. Sorry. puis tu dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu donnes le ballon? Laisse le ballon partir, you know? Puis c'est ces choses-là qui font la différence des fois. Incroyable. C'est quand même fascinant que même la Ligue des champions CONCACAF, Impact de Montréal, avec Cameron Porter, c'était 2015, c'est ça, 2015, la finale, etc., contre Club America. C'est quand même fascinant qu'un fait marquant de l'histoire de ce club et du foot montréalais et du foot canadien a été marqué par un quart de finale perdu. On a l'impression, que Montréal a gagné ce match, ils sont partis en finale, et que c'est quand même fascinant en termes de la culture, pas juste foot, la culture sociétale et dans le psychologie de tout le monde, c'est comme un événement. Pour nous, c'est positif. Même si on a perdu 5-2, c'était positif. C'est impressionnant comment cet héritage a été resté. Est-ce que vous savez qui a gagné la Ligue des champions CONCACAF cette année? Moi, je ne savais pas. C'est une excellente question, ça. J'ai dû le googler. C'était le club Atalante. Atalante. Je pense que Santos Laguna ont perdu contre eux en demi-finale. Eux, ils ont gagné. Puis c'est un club qui est maintenant en deuxième division mexicaine. J'ai jamais entendu parler. Là. Atalante United, je pense. On a joué contre eux dans le groupe. Puis on les ils étaient avec vous dans le groupe. On les a battus, je pense. Non, on a fait un match nul ici. À Montréal. mais là, la différence qu'on a joué contre le Mexique à Atlante, là, c'était que les deux équipes ont été déjà qualifiées pour le prochain rang quand on arrivait là. Alors, si on perdait, si on gagnait, ça ne changeait vraiment rien. Et je pense qu'on a perdu Sandro. I think you scored, non? Je ne me rappelle pas, mais... On a perdu 2-1 ou 2-0, je ne sais pas, ou 1-0 là. Mais c'était un match complètement différent parce que les deux équipes ont été déjà qualifiées.
Alors, ce n'était pas la même situation. Oui, vous avez fini à 11 points les deux, ex aequo. Olympia 3e. Puis un club qui s'appelle Joe Public. Oui, Oui, Trinidad et Joe, Tobago. et ce que John disait tantôt, on a l'impression, à l'époque, la MLS était top là, par rapport à la ligue où il était l'Impact. C'était assez proche comme niveau. Joe Public a planté New England 4-0. oui, oui. C'est-à-dire, Oui. le club a un nom de dépanneur, puis il va battre une équipe de MLS. On oublie que la MLS, c'est juste dans les 10 dernières années qu'elle a explosé au niveau recrutement et joueurs. Donc, c'est pas totalement fou de penser que Impact 2009 contre Impact 2022, je vois plus de buts marqués de bord. Là. Ben, vous savez que dans le quart, à ce moment-là, il y avait deux équipes de USL. Il y avait nous, puis Porto Rico qui étaient Oui, les dedans. Islanders, ouais. Oui, Ouais. il y avait deux équipes de notre ligue qui étaient dedans. Puis Alors, ils étaient en demi-finale contre Cruz Azul, qui ont c'est ensuite ça, perdu c'est contre Santos, c'est contre ça. C'est fou. Atalante. C'est ça. Puis, alors, en 7 ans, je pense que nous, qu'on a passé de Toronto, par exemple, je pense que les autres, ils n'ont pas pris les choses vraiment sérieux, d'après moi. Puis, je ne pense pas qu'ils ont compris nécessairement le compétition qui était beaucoup plus prestigieux qu'ils pensaient. Alors, même nous, qu'on a gagné le championnat canadien pour arriver là, c'était quelque chose quand même qu'on n'était pas, même pas été la favori pour le faire en plus. Parce que Toronto était déjà dans la Ligue, dans la MLS, puis supposément, ils ont été meilleurs que nous. Alors déjà d'arriver à gagner la Coupe du Canada, de passer au quart de finale, c'était quelque chose qui était quand même un succès, si tu veux, déjà de l'équipe à ce moment-là. Puis je pense qu'après ça, après ces matchs-là, après cette course en Champions League, c'est là où est-ce que ça pognait beaucoup dans la ville. Est-ce qu'on va avoir une équipe MLS? Est-ce qu'on va avoir une équipe MLS? Ben oui. C'est une explosion parce que là tout d'un coup, on avait finalement une équipe en qui tout le monde pouvait croire. L'Impact jusqu'à ce moment-là, c'était les gars de la ville qui jouent un semi-pro. Là, tout d'un coup, c'était comme oh, attention, c'est next level. Là. Tout le monde se rendait compte que c'était possible. Puis, votre équipe, vous avez bâti comme vraiment la base pour arriver au next level. Peut-être que vous n'êtes pas conscient parce que vous étiez dedans, mais vous êtes des fondateurs. Cette équipe-là, c'est la fondation du soccer local. Non, juste qu'il y avait 55 ou 56 000 personnes. C'est un statement. Ça, c'est un très grande surprise. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça qu'ils ont commencé de croire d'arriver au MLS parce que comment on est arrivé dans 56 000 personnes? On est capable d'avoir 56 000 personnes à un match comme ça. On est capable d'avoir une équipe dans la MLS qui peut être bien supportée. Alors, c'était ça beaucoup. Pas seulement qu'on a bien performé, mais en même temps qu'il y avait autant du monde au stade. Et si on arrivait à passer, je pense le stade encore une autre fois, je pense pas ça prenait plus que 60 ou 65 000 personnes, je pense, parce que j'ai coupé certaines parties du stade. Mais le deuxième match ou le prochain round, c'était la même chose. 60 000 personnes encore une autre fois. Alors, je pense à ouvrir les yeux de plusieurs que l'Impact était capable d'amener où ils ont trouvé autant de spectateurs pour un match. Alors, c'est pour ça que je pense que ça a commencé à jouer un rôle pour que l'équipe arrive dans MLS. Parce que pour Joey Saputo, ce cas-là, pour la famille, il peut montrer à l'MLS qu'il regarde. On a joué ce match-là, il y avait 56 000 personnes, on a bien fait, on est bien supporté, alors on veut une équipe dans l'MLS. Question piège. Maintenant que vous avez prouvé que Montréal est capable d'avoir une équipe MLS, je la vois venir. Et que vous avez démontré que le soccer local, les joueurs locaux peuvent être de bon niveau. Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait une concession CPL avec des joueurs locaux pour faire ce gap-là entre MLS et
peut-être la formation, ceux qui ne passent pas nécessairement par les voies normales de MLS. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est encore dans les derniers pour pousser le sport encore plus? Parce que c'est pas vrai qu'il y a juste MLS puis Académie, là, tu sais. Il y a vous autres qui faites la formation, mais il manque ce step-là. Est-ce que ça s'en vient selon vous ou c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense? Non, je pense que ça s'en vient. Honnêtement, si notre équipe nationale n'allait pas bien faire dans la qualification, je dirais ça va être difficile. Mais avec le viewership qu'ils ont eu, avec le momentum qu'on a maintenant dans le sport, je pense que c'est seulement une question de temps. Et on a tellement de joueurs du Québec qui jouent dans la Ligue que moi, à yeux fermés, je dis on fait une équipe juste québécois, puis on challenge pour gagner le championnat. On a du talent. Les joueurs de CF Montréal, de l'Académie, le monde ici sont trop avec les autres sports. Où est-ce que à 19 ans, tu es repêché, tu es en première équipe, en Ligue nationale de hockey, puis tu joues. Le foot, c'est pas comme ça. Le foot, ça prend du temps. Et en Europe, c'est quoi qui fait la différence en Europe qu'ici? C'est qu'entre la première division et un jeune de 19 ans, il y a plein de niveaux. Alors, le jeune, lui, il n'a pas de problème à dire « Moi, je vais aller jouer en 4e, 5e division. » Parce que quand même, il y a un cheminement et c'est attaché. Ici, la mentalité, c'est « Ah, tu joues en CPL, alors tu n'es pas assez bon pour faire MLS, puis je ne vais même pas voir les joueurs de CPL parce que ça ne m'intéresse pas. » Mais en Europe, ils disent « OK, attends, on entend qu'il y a un joueur en 4e division, en 3e division. On va aller le voir, ce jeune garçon, parce que c'est là où est-ce qu'ils vont aller chercher leur fondation, leurs joueurs. Plein de joueurs, N'Golo Conte, Mahrez. Vardy qui commence. Moi, j'étais en 5e division en Italie et je suis passé en première. Alors, puis le système est là. Alors, il faut ce gap. CF Montréal, Vancouver, Toronto, on doit supporter ce gap-là parce que ça va juste aider à eux autres après, avec les joueurs qu'on est en train d'aider. Non? John, est-ce que tu étais encore avec Lakeshore? Tu es toujours avec Lakeshore? C'est une bonne question parce que... Tu as changé récemment, non? Oui, lundi, je change de travail. Oui, j'étais à Lakeshore depuis une douzaine d'années. Ouais. Mais maintenant, à partir de lundi, je deviens le directeur technique de la région de Lac-Saint-Louis. Oui. Félicitations, John. Puis, alors, c'était une très bonne question. Mais par rapport à la CPL, moi, personnellement, j'étais approché par deux personnes de business ici à Québec. Ils m'ont demandé mon opinion parce qu'ils voulaient faire un research, si tu veux, d'avoir une équipe ici. Il y avait une personne que je ne savais pas. Il m'a appelé puis dit qu'il voulait regarder d'amener une équipe CPA, mais à Québec, pas ici à Montréal ou autour. C'était pour Québec. Puis il y avait un autre monsieur que j'ai rencontré, il m'a appelé pour demander mon opinion. Évidemment, à cause de le MLS, de l'impact, ça va être difficile d'avoir une équipe CPL ici. Okay? Je ne sais pas exactement les règlements aussi par rapport au territoire. Oui. Parce que peut-être le CF Montréal, à cause des règlements de l'MLS, ils ont un territoire qui est protégé. Je ne sais pas si ça va arriver. D'avoir une équipe à Montréal, je ne pense pas. D'avoir une équipe à l'extérieur de Montréal, à Québec, c'est plus possible. Mais je pense que l'équipe nationale et le succès que l'équipe nationale a présentement, ça va aider dans toutes les places du soccer. Mais le CPL, je pense, va être la ligue qui va gagner beaucoup plus avec la qualification du Canada que d'autres places. Parce que je pense que le CPL va grandir, d'après moi, beaucoup dans les prochains 2-3 ans, beaucoup à cause de la qualification. Le problématique qu'on a encore, c'est que vraiment à quelle ville tu peux avoir des équipes que tu vas assez du monde
et assez d'intérêt. Vous comprenez? Alors, Ouais. ça ne laisse pas beaucoup de place, d'après Non. moi. Mais John, au niveau investisseur, est-ce qu'on est, tu sais, cette vision-là de dire, OK, la CPL avec l'émergence du talent canadien, ça peut devenir une pépinière pour, tu sais, il va y avoir maintenant des clubs internationaux qui vont regarder la CPL puis vont voir des opportunités. Est-ce qu'il y a des investisseurs locaux, québécois qui voient ça ou on est obligé encore de, tu sais, d'avoir des investisseurs étrangers qui, eux, ils sont habitués à ce genre de business-là, puis qu'au Québec, ouais, on a tout le temps Moi, peur parce qu'on... comme je vous avais dit avant quelques années, c'était deux gars d'ici. Peut-être ils ont eu deux partenaires, je ne sais pas. Et ils m'ont demandé seulement mon opinion, qu'est-ce que je pense si il peut avoir une équipe ici, si ça marche ou non. Mais c'est certain que peut-être des propriétaires comme les Alouettes peuvent avoir une équipe. Parce que n'oublie pas que dans la Ligue CPA, il y a plusieurs propriétaires du CFL qui sont les équipes CPA. Alors, je pense peut-être les Alouettes peuvent le faire ou peut-être un propriétaire de la Ligue majeure de hockey, peut-être il peut le faire, mais c'est toujours difficile. Oui, les CPA vont grandir, mais c'est difficile vraiment qu'ils grandissent parce que où tu vas mettre des équipes qui vont avoir un grand intérêt pour avoir du monde. Alors pour moi, ça va être superbe si une équipe CPA vient à Québec. Exactement où et si ça va marcher vraiment, on ne sait pas, mais je sais que la Ligue, le CPL est vraiment sérieux. Je sais bien que les propriétaires de toutes les équipes CPL sont assez forts pour cette ligue-là. Ça veut dire qu'ils ont un bon... bon modèle d'affaires. C'est ça. Puis j'ai regardé moi-même, j'étais à Hamilton pour voir un match de Hamilton Forge. Forge FC, oui. Il y a une des meilleures équipes dans la ligue. Et moi, personnellement, j'étais impressionné par rapport au calibre qui était là. Sandro, toi, j'imagine, Sandro, tu vois ça, Laval, sans problème, là, comme une ville possible? Oui. Moi au Canada, honnêtement, si la Ligue doit avoir du succès, on doit aller dans les petites villes. So, j'ai fait une recherche une fois parce que les mêmes personnes qui ont appelé John, je pense que c'est les mêmes personnes qui m'ont appelé à moi, qui m'ont demandé la même chose. Et moi, j'ai toujours dit, alors, allez à la ville de Québec parce qu'il n'y a pas de sport majeur. Puis durant l'été, je pense que ça peut fonctionner. Quand l'Impact, on allait faire des matchs là-bas, on avait toujours 15 000 personnes au stade PEPS. Tu as déjà un centre de formation, tu as déjà un centre avec 4 terrains, un à l'intérieur, un grand stade et 2 autres terrains juste à côté. Après ça, je regarde une ville comme Trois-Rivières, une ville comme Kingston, une ville comme Halifax, par exemple, c'est toutes des villes comme ça où est-ce que... C'est pas trop grand, mais c'est assez grand pour te dire il y a assez de monde, mais c'est pas trop grand pour que ce soit trop cher. Exact. Trop, puis la communauté va supporter une équipe comme ça. Ouais. Parce que le business model de CFL, Toronto, ils n'ont pas beaucoup de spectateurs, mais Saskatchewan, c'est plein. Ouais. C'est une religion. Ouais. Winnipeg, c'est plein. Ouais. Calgary, c'est plein. Alors, si tu peux aller chercher ces places-là, puis je pense que c'est mon opinion, mais jouer dans les grands stades, c'est pas la meilleure chose. Parce que tu ne crées pas un supply and demand. Je ne sais pas comment dire ça en français. Là. Non, il y a un effet de rareté. Là. Non, like Halifax, ils ont un petit stade. Il y a 6 000, 7 000 personnes par match. Ottawa, ils ont un grand stade. Ils ont 3 000. Mais ça ne crée pas l'ambiance. Si tu commences avec des stades petits, 5 000, 7 000, John, il a joué en Grèce, c'est sûr, il y avait des petits stades, des petites villes de peut-être 50 000 personnes, mais avec un stade de 10 000 personnes, puis le stade était plein à chaque dimanche parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Tout le monde voulait aller au stade. En Italie, c'est souvent comme ça. Puis ça crée vraiment comme une ambiance. Après ça, tu grandis un tout petit peu les stades, puis tu peux arriver à faire des... au moins, si tu as 10 000 personnes par match... C'est winner. Est-ce qu'un investisseur de CPL au Québec ou à Québec pourrait être attiré par le business model de genre le joueur canadien va être bon, tu peux le vendre à des clubs MLS et tu peux le vendre à l'international. Est-ce que ça peut dire tu peux faire ton argent dans 5 ans, tu fais 30% de ton argent. Tu vas trouver, tu dis tu as une chance sur 1000 de trouver le prochain Jonathan David. You never know.
Tu dis, est-ce que c'est quelque chose qui peut l'attirer, que c'est logique, ou tu dis c'est pas une bonne façon de faire de la business pour commencer? Non, mais John? écoute, si tu attends de vraiment faire l'argent avec ton investissement, il faut oublier ça pour quelques années. Oui. C'est impossible. L'impact perd de l'argent aujourd'hui. Ah Et ouais. ça fait 25 ans qu'il existe. Alors, c'est pas une question d'avoir une équipe pour gagner de l'argent ou pour faire le business. Tu comprends? C'est plus pour faire quelque chose que, oui, à la fin, tu veux gagner de l'argent, le propriétaire, mais ce n'est pas nécessairement leur but Ultime, ouais. nécessairement de la Ligue. Oui, je sais que, comme je vous avais dit, un peu que je connais de la Ligue, les propriétaires en général sont assez bons dans cette Ligue-là. Il veut avoir des équipes un peu plus, mais à Québec, un des plus grands obstacles qu'il va avoir d'avoir une équipe CPL ici, ça va être le CF Montréal. C'est sûr, certains qui ne voulaient pas avoir une équipe CPL ici, ils vont faire, non, mais c'est normal, ils vont faire le plus qu'ils peuvent pour qu'il n'y ait pas une équipe CPL ici. Alors ça va être un grand obstacle que ça va être difficile pour le Québec d'avoir une équipe CPL. C'est l'affaire de vendre les joueurs. J'ai regardé un match ce week-end, puis je ne me rappelle plus c'était quel match. Mais il y avait un club qui avait vendu un joueur à un autre club et ils l'ont vendu pour 1 euro. Mais ils ont dit Ex-vente. Ils ont dit on prend 10% de la vente, de la prochaine vente. Puis ce joueur, je ne sais pas si c'était De Jong, Frankie De Jong ou quelque chose, mais et ils ont fait beaucoup d'argent parce qu'ils savaient. Mais ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas dans notre culture encore. Je pense que les Américains ils commencent à le comprendre parce que FC Dallas, Atlanta United, ils commencent à voir, OK, c'est quoi le jeu ici? Chaque joueur, il vaut quelque chose. Ouais. Si ce joueur joue 10 matchs de suite comme il faut, là, on peut le vendre en Europe. Puis ça, c'est un modèle qui fonctionne partout. C'est un modèle qui prend un peu de temps. Tu vas jamais, tu vas pas vendre des joueurs à chaque année. Tu vas pas faire des millions à chaque année. Mais si on prend, c'est quels pays en Europe qui sont similaires à notre pays? Belgique, Hollande, Norvège, Suède. Mais eux autres, ils survivent avec ou même République tchèque, ces choses-là, ils survivent avec les ventes de joueurs. C'est comme ça qu'ils survivent. Pas avec les billets vendus au stade ou avec la nourriture au stade. C'est pas comme ça qu'ils survivent. Même le Portugal, qui a de l'argent, mais pas tant d'argent que ça. Ils dépendent. Porto, c'est un grand club. Mais Porto, il faut qu'ils vendent. Ils vendent cher. Tous les petits clubs réussissent à survivre parce qu'ils font des ventes de joueurs soit au plus gros club de la Ligue ou à l'extérieur. C'est sûr. Mais moi, je ne sais pas jusqu'à quel point une petite ville, puis c'est entre parenthèses, là, comme Trois-Rivières ou un centre comme Québec, a assez de partisans de soccer pour faire vivre un club. Et je me demande si la CPL est vraiment pas obligée de pousser très fort, comme ils ont poussé pour York, qui est pas loin de Toronto. Même chose pour Vancouver. Est-ce qu'ils doivent pousser pour apporter cette concurrence-là locale, soit à la Rive-Nord, soit à la Rive-Sud de Montréal? Parce qu'il va y avoir il y a des jeunes qui vont être peut-être beaucoup plus intéressés parce que ça coûte moins cher ou c'est plus facile d'aller au 10-30 ou aller quelque part à côté de Place Belle pour voir un match de CPL qui coûte juste 10 $ et que ce modèle-là va s'autofinancer, pas nécessairement par les spectateurs, mais par la vente des joueurs. Mais là, ce que John dit, est-ce qu'il y a des droits territoriaux MLS versus CPL? Ça, je pense pas qu'ils c'est toujours difficile. Ça va être difficile, il n'y a aucune question. Mais n'oublie pas aussi qu'au moment que notre équipe va être aux Coupes du Monde, maintenant, tu es pressé comme pays. Le CSA va être pressé maintenant d'avoir une ligue qui est seulement canadien, qui est un peu plus grand même que le CPL. Ça veut dire d'avoir plus des équipes de CPL. Ils vont être forcés de le faire. Ils vont être sous pression de le faire. Alors, c'est certain que le CSA va aider. Moi, qu'est-ce que je pense est important, si tu vas à Québec, par exemple, d'avoir un propriétaire de Québec. Quelqu'un qui vit, qui est là, je pense que ça va amener le sentiment d'appartenance. C'est ça. Moi, je pense que c'est un grand point
qu'il faut vraiment mettre dedans. Quelqu'un qui vient de Québec, qui veut avoir une équipe qui amène le monde ensemble, ou plusieurs business de 3 propriétaires qui peuvent le faire ensemble, je pense que ça va marcher un peu mieux. Mais je répète, on n'oublie pas que la CSA va être pressée beaucoup, il va avoir de la pression de grandir les CPL, parce que d'après moi, tu ne peux pas avoir une 4e équipe MLS au Canada. C'est presque impossible. Déjà, on va essayer de garder 3. Ça va être ils sont allés à Cincinnati, ils sont allés à Charlotte, ils ne vont pas venir au Canada. C'est ça. Fini, mais ils vont à Cook, Cincinnati. Mais c'est que on ne peut pas avoir une autre équipe MLS. Ce n'est pas une ligue canadienne. Il y a 3 équipes qui sont dedans, mais ce n'est pas une ligue canadienne. Non. Alors, le CPL, c'est le seul ligue qui est professionnelle au Canada. Alors, le CSA va être forcé aussi de grandir cette ligue-là, parce qu'on va avoir une équipe au Coupe du Monde. Hein. Ça boucle la boucle, messieurs. On est passé des irréductibles de 2008, quasiment tous locaux qui ont failli battre les gens mexicains pour le futur du football canadien dépend de la CPL. Merci beaucoup, John. Une petite prédiction avant de partir. Là, hein? Est-ce qu'on se venge sur Santos Laguna ou ça va être difficile? Je pense que ça va être difficile, mais regarde, tout est possible. Et moi, je ne les connais pas. Dès que j'ai vu le match-up, j'ai mis sur les réseaux sociaux la photo après le match de Santos Laguna, que j'étais au sol. Ouais. J'ai dit, la revanche s'en vient. Alors, on va voir, on espère. Fait que si jamais le match retour est à Montréal, si jamais ça commence à virer pareil, Sandro, tu rentres sur le terrain. Mais John aussi, là, let's go. Rentrer sur les terrains pour sauver le club. Là. Moi, je pense que ça va être 50%, 50-50, d'après moi, parce que là, Santos Laguna, ils ont perdu 3 matchs de suite, là. C'est ça. J'ai entendu que Santos Laguna ne fait pas nécessairement très, très bien maintenant dans la Ligue. Évidemment, mais d'après moi, c'est 50-50. D'accord. Moi, je vous dis au match retour, John, Sandré, allez sur un golf cart aux Olympiques, attendez dans le couloir, dans le hall des Olympiques, prenez un golf cart, puis à 3-3, là, let's go. J'ai besoin plus qu'un golf cart. J'ai besoin d'un camion pour m'amener. Let's go. Merci encore, messieurs. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour avoir été le premier déclencheur de cette épopée du football canadien montréalais. Là. Merci encore, Nilton, Sandro, John. Bonne soirée tout le monde. Canfootballclub.com pour encore plus de choses. Allez.